Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de voir ensemble comment construire la formule qui concerne le travail d'une force, comment construire ce concept. Bon alors on va imaginer tout simplement une particule qui suit une certaine trajectoire et qui est soumise à certaines forces. Donc voilà par exemple la position du point M à un instant T, et peut-être que la particule ici est soumise à une force qui sera dirigée comme ça. Alors bien sûr cette force, elle va venir modifier la valeur de la vitesse de l'objet, et en modifiant la valeur de la vitesse, elle va modifier la valeur de l'énergie cinétique. Donc nous, ce que nous souhaitons trouver, c'est une relation entre la variation d'énergie cinétique de l'objet, produite par la force, et la force en elle-même. Pour l'instant, je mets un vecteur, cette relation n'a pas de sens, mais c'est pour vous montrer, on veut trouver une relation de ce genre-là. Alors, on va commencer par se souvenir de deux choses, des choses qu'on a déjà dites il y a quelques temps. On va se souvenir que une force, elle a deux effets sur le mouvement. Vous vous rappelez? Elle a un effet qui va consister à faire varier la vitesse. Cet effet, il sera le long de la tangente du mouvement. Et il va y avoir un autre effet qui va consister à faire varier la direction du mouvement. Et on va essayer de décomposer cette force F et de voir ces deux effets par rapport aux deux directions particulières du mouvement, un petit peu comme dans la base de Freinet. Alors, si j'essaie de projeter cette force F ici, je vais la projeter orthogonalement sur les deux directions particulières. Je la projette ici orthogonalement sur la tangente au mouvement. Et je vais avoir une composante de cette force le long de la tangente. Je pourrais l'appeler Ft comme en utilisant T dans la base de Freinet. Ici, je vais plutôt l'appeler F parallèle pour indiquer qu'elle est parallèle à la tangente au mouvement. Et puis, je peux aussi projeter orthogonalement cette force sur la direction perpendiculaire à la tangente, ici. Et je vais avoir la deuxième composante de la force, qu'on pourrait appeler F indice N, force normale, comme dans la base de Freinet, mais que je vais moi appeler ici plutôt F perpendiculaire. D'accord, donc finalement on a deux effets. F parallèle, ça va modifier la vitesse. Je vais essayer de vous l'écrire au clavier. Non, on va pas essayer de l'écrire au clavier, ça va être trop long. F parallèle modifie la vitesse, la valeur de la vitesse, et F perpendiculaire modifie la trajectoire. Alors bien sûr, ici, la seule force qui nous intéresse, c'est F parallèle. Il n'y a que elle qui va servir à modifier l'énergie cinétique. Donc il faut déjà que je trouve un moyen pour arriver à extraire cette composante-là, cette composante qui m'intéresse. Et puis ça va me donner une relation. Cette relation, je ne sais pas encore comment elle va s'écrire, mais je sais qu'elle va s'écrire de la forme delta EC égale un nombre fois F parallèle. D'accord, F perpendiculaire n'interviendra pas ici, puisqu'il n'y a que la valeur de F parallèle qui va jouer, qui va modifier la valeur de la vitesse. Bon, a priori, je connais rien de cette relation. Je pourrais imaginer avoir un carré ici, je pourrais imaginer avoir un cube, je pourrais imaginer avoir une racine, je pourrais imaginer avoir plein de choses. Pour l'instant, on va simplement se contenter de s'il n'existerait pas une forme linéaire, c'est-à-dire avec juste un nombre ici, fois f parallèle. Et on va faire fonctionner l'analyse dimensionnelle. J'aimerais bien savoir dimensionnellement que doit valoir ce coefficient k. On va s'intéresser à ça tout de suite. On va réduire cette fenêtre et on va la mettre là. Alors, dimensionnellement, comment ça se passe? Si je regarde l'énergie cinétique, dimension de l'énergie cinétique égale 1 demi de mv au carré. Donc en termes de dimension, je vais avoir m, L2, T-2. Dimension d'une force, de l'autre côté,
On se souvient de la deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma. Donc une force, c'est une masse fois une accélération. Une accélération, c'est une distance divisée par le carré d'un temps. Que va-t-il me falloir ajouter ici pour obtenir ce truc-là? Eh bien, vous le voyez, tout simplement une longueur. Donc on obtient déjà une relation en termes de dimension. On sait qu'on va avoir l'énergie cinétique qui va s'écrire sous la forme de force fois une longueur. Et le but du jeu maintenant, c'est d'identifier cette longueur. Que va être cette longueur-là? On va mettre ici. Et voilà. Je vais reprendre la trajectoire ici. Ici, il va falloir que j'identifie une longueur pertinente. Je vous rappelle, j'ai la force qui est là. Elle peut peut-être varier en plus au cours du mouvement. Peut-être qu'un instant plus tard, elle aura une autre direction. Moi, je suis ici au point M à l'instant T. Et j'ai besoin d'une longueur ici sur le long de cette courbe pour pouvoir construire la relation du haut. Et en même temps, j'ai besoin de prendre la composante de la force le long de la direction tangente à la trajectoire. Alors si je regarde ce qui se passe à un instant beaucoup plus tard, par exemple ici, un instant t plus delta t, j'ai potentiellement deux candidats pour la longueur qui m'intéresse. Cette longueur-là, qui va relier le segment m de t plus delta t. Mais cette longueur-là, elle n'a pas vraiment de sens physique, parce que vous voyez que la particule, elle va parcourir la longueur le long de la courbe ici. C'est plutôt cette longueur le long de la courbe qui m'intéresserait. Et puis en plus, avec le segment que je viens de vous dessiner en pointillé, je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait la direction de la tangente. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Je voudrais vraiment que ce segment-là, ou ce vecteur-là, il adopte la configuration tangente. Pour ça, vous savez ce qu'il suffit de faire. Il suffit que je prenne pendant un temps delta t beaucoup plus petit, avoir un deuxième point M qui soit beaucoup plus proche de l'autre, et qui soit peut-être par ici, mettons. Alors, pour indiquer en physique qu'on prend un temps infiniment petit afin que les deux points soient infiniment proches, vous savez qu'on transforme le delta t en dt. Donc je voudrais regarder ce qui se passe sur un point M infiniment proche du précédent, séparé par une durée infinitésimale dt, aussi petite que je veux. Mais dans ce cas-là, si je trace le vecteur, je vais vous le tracer comme ça, si je trace le vecteur m', ah ben là je commence à avoir quelque chose qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, si je suis infiniment proche, ce vecteur, il va avoir la direction qui sera la direction de la tangente au point qui m'intéresse. Et puis ce vecteur, il aura une certaine longueur. Et cette longueur, elle va peut-être m'intéresser, elle va peut-être intervenir dans la formule que je m'étais donnée auparavant. Donc au final, ce qui m'intéresse, ce serait ce vecteur-là, m de t plus dt. Mais vous voyez que c'est très long à écrire et très fastidieux. Donc les physiciens ont utilisé une autre notation pour parler de ce vecteur. Ils l'appellent le vecteur dl. C'est un élément de longueur qui est élément de la courbe, le long de la trajectoire. Alors ça devient intéressant parce que du coup, ma variation d'énergie cinétique, comment est-ce que je vais pouvoir la voir? Elle va dépendre de f parallèle et elle va dépendre de cet élément de longueur là, dl. Ah mais oui, regardez, mais si je parle ici d'un tout petit élément de longueur de la courbe, là j'ai plus le droit d'utiliser delta. J'ai plus le droit de dire que c'est la variation entre le point m de t et m de t plus delta t. Je vais plutôt dire que l'énergie cinétique aura varié d'une toute petite quantité, une quantité infinitésimale que je vais appeler DEC, et que cette quantité infinitésimale, je vais pouvoir l'écrire f parallèle fois dl. Comment est-ce que je fais pour avoir f parallèle? Je l'ai dit tout à l'heure. Il suffit que je vienne reprojeter ici le long de la direction de la trajectoire. Il me faut cette longueur-là. Remarquez qu'entre les deux,
j'ai un angle là, entre la direction de f et la direction du vecteur dl. Cet angle, je peux l'appeler alpha par exemple. Ici, on est dans une configuration tout à fait classique où moi je cherche ce côté-là, qui est le côté adjacent du triangle rectangle, dont l'hypoténuse est la force F. Donc, par ailleurs, je m'aperçois que dans ce triangle rectangle-là, F parallèle, donc le côté adjacent divisé par F, sans les flèches, parce que je parle des longueurs des forces, des intensités des forces, ça va pouvoir s'écrire cosinus alpha. Autrement dit, F parallèle, c'est égal à F fois cos alpha. Du coup, si je remets tout ça dans cette formule maintenant, ça va me donner que la variation élémentaire infinitésimale d'énergie cinétique entre deux instants infiniment voisins, elle va pouvoir s'écrire F cos alpha, ça c'était mon F parallèle d'avant, fois dl, le petit élément de longueur. Et ça, si je réorganise les termes, ça va pouvoir s'écrire F dl cos alpha. Et là, vous reconnaissez l'expression du produit scalaire entre deux vecteurs, entre le vecteur f et le vecteur dl. Voilà. Donc, on est déjà très content parce qu'on a réussi à construire l'expression de la variation d'énergie cinétique du point entre deux instants infiniment voisins quand je connais la trajectoire, donc le vecteur dl, et quand je connais la force. Alors maintenant, il reste à voir comment tout ça va fonctionner, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser tous ces trucs-là. Je vais vous le mettre, je vais vous le laisser ici. Je reprends ma trajectoire. Toujours la même. Et vous avez compris qu'on va la découper en tout petits morceaux. Des petits morceaux qui auront tous une longueur dl. Alors, sur ce segment-là, je vais avoir une variation d'énergie cinétique. Puis, sur l'autre segment, j'aurai encore une autre variation d'énergie cinétique. À la limite, il faudrait que je les numérote. Et puis, sur l'autre, j'aurai encore une variation d'énergie cinétique, encore différente, parce que le vecteur dl, il change d'orientation à chaque fois. La force, elle change peut-être de direction aussi au cours du mouvement. Elle change peut-être aussi d'intensité, etc., etc. Donc je vais avoir à évaluer des variations d'énergie cinétique sur des tout petits tronçons. Comment je vais faire pour avoir ensuite la variation totale du point de départ, disons du point A vers le point B? Moi, ce qui m'intéresse, ce serait ce nombre-là, la variation totale d'énergie cinétique. Alors je vais indiquer ici de A à B, mais c'est un peu lourdingue, mais pour que vous compreniez bien. Il va falloir que je fasse la somme de toutes ces toutes petites variations d'énergie cinétique. DEC1 plus DEC2 plus DEC3, etc., etc. Le tout jusqu'au bout, le tout jusqu'à B. Alors, ça, bien sûr, je pourrais l'écrire comme ça. Somme des DEC. Mais en fait, il y a une notation qui est bien plus adaptée à celle-là, et vous la connaissez déjà. C'est le symbole de l'intégrale. Intégrale de DEC de A à B. Alors, je sais que vous connaissez ce symbole. Ce que j'ignore par contre, c'est ce que vous a dit votre prof de maths là-dessus. En général, on lit ça intégrale de A à B de DEC ou de DX, plus probablement, ou de f de x dx, etc., etc. Je ne sais pas si votre prof de maths utilise l'expression somme de. C'est tout à fait possible, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une intégrale qui s'écrit comme ça. Vous pouvez tout à fait lire cette expression somme de A à B de f de x dx. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ce symbole-là, le symbole de l'intégrale, l'espèce de spaghetti que vous connaissez tous, c'est un S. Ça correspond à la lettre S. Vous savez, dans l'ancien français, avant, si vous avez déjà vu des textes, il y a des fois des S un peu longs, on dirait qu'ils ressemblent à des F. En fait, c'est un S. Ce S désigne donc la somme. Hop. Faire une somme infinie de termes qui sont tous infiniment petits, ça correspond mathématiquement à prendre l'intégrale. Donc, ici, ce que je vais devoir faire, puisque j'ai vu ici que
les variations infinitésimales d'énergie cinétique, c'était ça, eh bien, je vais devoir prendre la somme de tous les f scalaires dl. On va l'écrire. Je vais le faire ici. J'écris plus maintenant de A à B, j'écris juste delta EC. Ce sera la somme de A à B de f scalaire dl. Et je m'aperçois du coup que l'énergie cinétique, elle va varier à cause de ce terme-là. Et c'est ce terme-là que je vais appeler le travail de la force. Travail de A à B, de F, le long d'un chemin quelconque. Qu'est-ce que c'est? C'est la somme de A à B de F scalaire dl. Et voilà la véritable formule, la formule générale, on va dire, du travail d'une force. Alors, avant de la développer, je vais quand même dire un petit mot sur cette histoire mathématique-là, sur cette histoire d'intégrale, pour que vous puissiez bien comprendre. On va faire un petit aparté. Il faut déjà que je mette ça en plus petit. Un peu plus en haut. Voilà, on va le mettre là-haut. Je vais aller dans un autre calque. Donc je vais pour l'instant juste masquer celui-là et je vais travailler dans un autre calque pour faire un peu plus des maths, on va dire. Des choses que vous connaissez déjà. Pour faire le lien avec les notations, etc. Vous, la plupart du temps, vous travaillez avec x ici, f de x là, et vous avez une courbe et des points A et B. Et vous avez dit, bah, l'intégrale, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là, là, intégrale de A à B de f de x dx. Ça va représenter l'air sous la courbe. D'accord, donc vous avez pris ce point-là, touc, 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 touc. Et vous avez fait ça, et vous avez dit, bah, le nombre i, c'est l'air total qui est ici sous la courbe. Comment fait-on pour obtenir ce résultat-là? Ben, c'est un peu la même idée en fait. C'est-à-dire que pour avoir l'air global, on va découper ici en plein de petites bandelettes qui auront toute une largeur qui sera infiniment petite. Alors bien sûr, je ne peux pas faire infiniment petit sur mon dessin, mais vous comprenez l'idée. Ces bandelettes, elles vont toutes avoir une largeur que je vais appeler dx. Si là je suis au point de position xa, eh bien la bandelette juste après, elle est au point xa plus dx. Toute petite variation ici. Alors ça c'est pratique parce que ici, je peux venir lire la valeur de f de x et je vais faire une approximation. Je vais calculer l'aire de ce petit rectangle-là. Alors du coup, l'aire de ce petit rectangle-là, c'est facile à calculer. C'est f de x fois dx. Ça, c'est l'aire de ce petit rectangle. Alors c'est une aire infinitésimale aussi. Je pourrais l'appeler dA. Et puis du coup, je vais pouvoir évaluer la valeur de cette aire infinitésimale ici, la valeur de cette aire infinitésimale là, un autre dA, là, je pourrais l'appeler dA1, dA2, là je pourrais avoir un dA3, etc. etc. Alors bien sûr, je fais une petite erreur, hein, vous avez compris, à chaque fois, si je considère que l'aire totale, c'est l'aire du petit rectangle, ben, je me trompe de cette valeur-là à chaque fois. Mais si je prends un pas dx suffisamment petit, ben je vais pouvoir avoir une fonction qui sera bien lissée par rapport à tout ça. Et si je veux avoir le résultat global, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux avoir l'aire totale, eh bien je vais devoir faire la somme de toutes les petites aires élémentaires. Et cette opération, mathématiquement, c'est une intégrale. Je vais devoir faire la somme de A à B des dA, c'est-à-dire, j'ai trouvé l'aire de mes petits rectangles, dA c'est f de x dx. D'accord? Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous le connaissez déjà, mais dans un autre contexte.
Donc maintenant, je vais revenir à la physique, je vais masquer ce calque-là, et je vais afficher l'autre. Et on va revenir à ça, et on va essayer de voir comment on peut faire le lien entre cette formule-là. Ah, attendez. Voilà. Comment est-ce que je peux faire le lien entre cette formule-là et la formule que je vous ai donnée en cours qui concerne le travail d'une force constante. Parce que bien entendu, jamais vous n'allez calculer d'intégrale pareille en terminale. En terminale, on va se contenter d'un truc très très simplifié. Alors regardons ce que ça donne. Si la force elle est constante, ça va être assez pratique. Parce que du coup, comme tout truc constant dans une intégrale, eh bien je vais pouvoir le sortir de l'intégrale. Donc à ce moment-là, travail de A à B de f, ce sera simplement f scalaire, somme de A à B des vecteurs dl. Alors là, pas besoin de savoir... attends, je ne vais pas le faire comme ça. Pas besoin de savoir calculer cette intégrale pour savoir ce que ça vaut. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Hop, je pars du point A, je vais au point B, et je dois faire la somme des vecteurs dl. Je vous rappelle, les vecteurs dl, je les obtiens en découpant la courbe en éléments infiniment petits. Et je vais donc avoir un premier vecteur dl ici, puis un deuxième vecteur dl là, un troisième vecteur dl là, etc., etc. Tous ces petits vecteurs, ils sont tangents à la courbe, au point où je les trace. Et du coup, je vais pouvoir aller jusqu'au bout comme ça, jusqu'ici et jusque là. Et vous voyez que la somme de A à B de tous ces vecteurs, ça fait comme une espèce de gigantesque relation de Chasles. Je vais devoir ajouter lui plus lui plus lui plus lui plus lui plus lui plus lui. Et au final, le bilan de tout ça, c'est que la somme de A à B de tous les vecteurs dl, en fait, c'est un truc très simple finalement. C'est simplement le vecteur AB. Comme une relation de Chasles. Du coup, somme de A à B des vecteurs dl égale vecteur AB. Et voilà pourquoi, quand la force est constante, l'expression du travail se simplifie énormément. Travail de A à B de F, ça devient simplement F scalaire AB. Et c'est cette formule que vous allez devoir apprendre et appliquer dans les exercices.